Voilà, bonsoir à tous, boa tarde a todos. Nous allons donner suite donc au cycle de conférences de cette année sur temps des pandémies. Il est vrai que le cycle touche à sa fin. Après Christiane, il y aura la conférence de Nicolas Dissès et puis on va conclure les cycles de cette année à un moment où on nous annonce quand même une amélioration significative de la pandémie. Vous savez qu'on nous dit qu'à Paris, dès lundi, on ne sera plus obligé de porter les masques dans le transport en commun, par exemple. Donc, les choses apparemment se normalisent, mais les conséquences de cette traversée, elles sont là et on peut craindre que ce soit pour longtemps. Et donc, c'est très bienvenu que Christiane Lacôte d'Estriba a accepté notre invitation de venir nous parler de ces thèmes importants, les gels du temps, c'est le titre qu'elle nous a donné. Et nous avons donc la chance et le plaisir de l'écouter ce soir et aussi d'avoir comme discutant Martine Campion-Janvoine, que je suis ravie d'accueillir dans ces cycles de travail. Donc voilà, on va démarrer, Christiane, c'est à toi. Je vais demander juste que pendant la conférence, vous puissiez tous éteindre votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et au moment de la discussion, chacun pourra prendre la parole. Bien, c'est à toi, Christiane. Très bien. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Et alors, j'ai choisi ce titre, le gel du temps, pour marquer l'immobilité épaisse du temps du confinement. Alors, parler de l'impact psychologique du confinement sur nos patients, sur nous-mêmes aussi, ne conduit pas à une description simple. Et nous ne pouvons pas en avoir une idée globale. Disons que ce confinement a exacerbé ce qui existait déjà. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Cependant, ce confinement, lié à une maladie possible, parfois mortelle, épidémique, reprenait et accentuait l'inquiétude sur la dégradation écologique, et nous remarquons que la guerre en Ukraine, à nos portes européennes, vient achever de clore quelque chose comme ce que nous appelons l'avenir. Séances téléphoniques, Zoom, séances avec masque et distances diverses et sans le toucher de la poignée de main. Tout a déjà été dit sur le manque de la présence charnelle ou sur les précautions sanitaires souvent frustrantes. Mais il y a des effets plus intéressants que cette frustration générale. Une jeune femme s'indignait devant moi du port du masque chez son analyste. « Quoi? Vous avez peur de la mort ?» À quoi je répondais, « Oui, bien sûr, c'est une dimension pénible de la vie elle-même. » Ou encore, « Qu'est-ce que c'est que cette protection que vous mettez par rapport à vos patients? Quelle absurdité de ne plus voir tout le visage. » Ce risque mortel qui s'échangeait alors ouvrait grande la porte à une haine de l'autre, une haine qui s'argumente du fait que l'autre, contaminant possible, est devenu dangereux. Il y a aussi deux éléments qui me semblent très importants dans le malaise induit par le confinement et qui persistent aujourd'hui
où en France, les précautions sont peu à peu relâchées, comme le disait Angela. C'est d'abord l'incertitude de l'avenir, en particulier, celui qui concerne par exemple le travail. Je pense aux étudiants qui espéraient continuer leurs études en vivant de petits boulots. Le confinement et les difficultés économiques ont supprimé pour les plus pauvres l'ouverture de ce qui permettait ou permet une promotion sociale par les études. Cet espoir a été, je dirais, mutilé par toutes sortes de difficultés nouvelles, sans parler des cours supprimés ou accessibles à ceux seulement qui avaient les outils informatiques à leur disposition. Le deuxième élément, c'est la solitude. Certes, si tout le monde n'a pas un ordinateur ni une bibliothèque chez soi, beaucoup, certes, ont un téléphone. Mais les réseaux sociaux sortent-ils l'étudiant confiné de sa solitude? Et que dire de la difficulté nouvelle que rencontrent les adolescents pour lesquels les processus d'identification, si importants, se faisaient par les interactions et les corps à corps réels au sein de bandes. Le virtuel brouille tout cela quand il est le seul contact. Absence d'avenir, solitude, vous le savez, il y a beaucoup de cas de dépression et beaucoup, hélas, de suicide. J'ai le souvenir des images médiévales où la mort, la peste pulmonaire, pas seulement bubonique, la peste en ce cas, balayait l'espace avec sa grande faux. J'ai aussi le souvenir de ce que racontent les historiens et ce qui est assez comique. Par exemple, on faisait autour du pape des fumigations de lauriers et autres herbes et autres plantes pour que celui-ci, le pape, soit épargné. Il ne fallait pas que le pape meure, car la mort, présentée comme la punition divine du péché, en ce cas, aurait fait scandale. Or, la pandémie aujourd'hui, et je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais, Angela, parce que la Chine est en train de se confiner, rien n'est fini. Hein. La pandémie n'est plus inscrite dans la religion. On invoque le progrès scientifique avec le vaccin, ou les détracteurs du vaccin invoquent les défenses naturelles. La nature est devenue en effet aujourd'hui ce qu'on invoque, ce qu'on doit sauver aussi, mais ce concept est loin d'être toujours clair quand on pense les choses de façon globale. Ce virus, qui fait partie de la nature, remarquons-le, est aussi ce qui fait que nous nous trouvons en face d'un événement catastrophique dont on connaît peu l'origine, mais qui se développe de façon exponentielle. Une calamité qui a pris et risque de prendre encore une extension totale puisqu'on nous promet, avec le changement climatique, de nouveaux virus. Tout, total, voilà des mots qui semblent arrêter le temps. Le temps est devenu un et épais et immobile. Comment le remettre en marche? Et c'était aussi le but de certaines séances d'analyse
lors des moments les plus cruciaux de cette épidémie. Comment remettre le temps en marche? Vous avez vu sur le flyer que j'ai choisi l'image du bas-relief de la Gradiva. C'est la figure d'une jeune fille qui est en marche, mais tout de même immobilisée dans le marbre. C'est aussi le nom donné à une galerie célèbre dans le milieu surréaliste, ouverte par André Breton au 31 rue de Seine à Paris en 1937. Je citerai la dernière phrase du roman ou de la nouvelle de Jensen. Il écrit ceci: et retroussant légèrement sa robe de sa main gauche, gradiva rediviva Zoé Bertgang, enveloppée des regards rêveurs de Arnold, de sa démarche souple et tranquille, passa de l'autre côté de la rue. Dernière phrase de la nouvelle de Jensen. Passa de l'autre côté de la rue. La remise en marche du temps, c'est aussi quelque chose qui nous interroge sur le passage. Symbole gradiva d'un passage, de la mort à la vie, du rêve à ce qu'on appelle un peu trop vite la réalité, de l'immobilité au désir, du temps gelé à la tension entre passé et avenir. Le confinement ne peut être envisagé à lui seul. Ce qui me semble important, c'est qu'il s'accompagne d'une menace totale, une catastrophe, l'imminence d'un anéantissement. Pompéi, qui est le lieu de la nouvelle de Jensen, est le lieu d'une catastrophe. La ville est détruite et ses habitants figés, immobilisés dans les cendres selon leur dernier mouvement. Arnold est archéologue et vit dans les strates où se découvrent les vestiges de la vie antique. Nous le savons, Freud était passionné d'archéologie. Il se sert même des images des différentes coulées de lave que la pulsion volcanique a produite par son éruption et qui se solidifient en couches successives que l'analyste archéologue doit creuser et identifier et dater. Pour explorer l'inconscient, en effet, Freud est parfois à Pompéi. Nous ne gloserons pas sur ce qui n'est pas un cas clinique, même si l'écrivain permet d'avancer plus loin que le psychanalyste sur certains points. Je vais vous lire un petit passage. J'ai l'édition que vous voyez là, Gallimard, Connaissance de l'inconscient, et c'est page 141. Et Freud écrit « Les écrivains sont de précieux alliés et il faut passer bien haut leurs témoignages, car ils connaissent d'ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre, dont notre sagesse d'école n'a pas encore la moindre idée. Ils nous devancent de beaucoup, nous autres, hommes ordinaires, notamment en matière de psychologie, parce qu'ils puisent là à des sources que nous n'avons pas encore explorées
pour la science. Si seulement cette prise de position des écrivains en faveur de la nature signifiante des rêves était moins ambiguë. Une critique plus fine pourrait certes objecter que l'écrivain ne prend parti ni pour ni contre la signification psychique d'un rêve. Il se contente de montrer comment l'âme endormie tressaille sous les excitations qui sont restées actives en elle comme dernière vague de la vie éveillée. Ce texte est très intéressant dans la mesure où il ne s'agit pas d'analyser ni l'écrivain, encore que Freud ait voulu poser quelques questions à Jensen. N'avez-vous pas eu une sœur qui serait morte, etc., etc. À quoi Jensen a répondu, mais non, pas du tout. Mais j'ai eu peut-être une amie d'enfance dont j'étais amoureux, etc., et qui est morte effectivement. Il ne s'agit pas donc d'analyser ni l'auteur, ni même de gloser sur ce texte qui est plein de charme, que ce soit celui de Jensen ou que ce soit celui de Freud. Nous ne savons rien, en effet, de la névrose obsessionnelle d'Arnold et de ce qui l'a amené à ce que Freud nomme si bien le choix de cette névrose. Jensen nous le décrit comme un scientifique un peu abruti, enfermé dans ses préoccupations, c'est-à-dire confiné, prisonnier. L'un des effets de ce confinement lié à la pandémie est d'instituer, je mets cela au présent, d'instituer une sorte de léthargie, une sorte d'arrêt de tout projet, une façon de différer les rencontres, une crainte de l'autre en général. Il y a des patients que cela a beaucoup arrangé d'ailleurs. Il s'agit d'une sorte de paranoïa larvée. L'autre est dangereux. Sauf dans les mouvements complotistes qui filent tout droit. Là, la paranoïa n'est pas larvée, du côté du danger que représentent les autres, les voisins, les laboratoires qui s'enrichissent par les vaccins. On ne peut plus faire confiance. C'est le règne du mensonge total. Mais c'est vrai, c'est lui le vrai virus, le mensonge. Certes, les ordinateurs ont œuvré de série en série, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, de conférence en conférence par Zoom. Nous mettant, comme je le disais il y a 2 ans, sous la forme d'images parlantes. Mais je me souviens de la photo que m'a transmise une jeune femme, la photo des obsèques de sa grand-mère, où il ne pouvait y avoir que quelques personnes et où on n'avait pas pu accompagner les derniers moments de cette personne âgée. Solitude des mourants, détresse qui ne pouvait pas être partagée ou consolée. L'inhibition s'était aussi évaporée derrière l'empêchement réel. Les plus phobiques se sentaient enfin tranquilles, tandis que d'autres se déprimaient ou bien se cognaient la tête contre les murs. Or, notre héros, Arnold, dans la nouvelle de Jensen, était bien tranquille, enfermé dans son archéologie. Les vestiges y sont des signes de vie, certes, mais immobiles et immortalisés.
Cette dimension laïque de l'immortalité n'est pas pour rien dans cette histoire, car elle est bien sûr sans certitude, mais surtout sans adresse, cette immortalité. Errance, détresse enfouie. Arnold n'est pas heureux, mais le sait-il? Ce qui fait la beauté de la nouvelle de Jensen et de l'étude de Freud, c'est que Arnold part à l'aveugle à Pompéi. L'impulsion à faire ce voyage a quelque chose de comique, et c'est ce à quoi je m'attacherai. Voyage, dit Freud, dont les motifs ne lui sont visiblement pas clairs. Voyons la page 149 de l'édition que j'ai de ce texte français de Freud. Hein? Nous avons quitté notre héros alors que le chant d'un canari l'a apparemment incité à faire un voyage en Italie, voyage dont les motifs ne lui sont visiblement pas clairs. Le chant d'un canari, c'est pas très beau. On aurait pu dire le cri du canari. Nous apprenons ensuite, je continue le texte de Freud, qu'il n'a pas fixé non plus le but ni l'objet de ce voyage. L'inquiétude et l'insatisfaction qui l'habitent le poussent à quitter Rome pour Naples et de là à poursuivre sa route. Page 147, il y a aussi un passage qui est tout à fait intéressant. Il fait un rêve terriblement angoissant qui le transporte dans l'antique Pompéi le jour de l'éruption du Vésuve, c'est page 146, et le rend témoin de la destruction de la ville. Sa frayeur, je coupe le texte, sa frayeur à l'idée du destin qui attend la jeune femme lui arrache un cri d'alarme, sur quoi l'apparition qui s'avance d'un pas paisible tourne vers lui son visage. Lorsqu'il s'éveille, il croit encore entendre les cris confus des habitants de Pompéi en quête de secours et le sourd grondement de la mer agitée. Pourtant, même après avoir recouvré ses sens et reconnu dans les bruits qui l'éveillent les manifestations de la vie d'une cité bruyante, il continue encore longtemps à croire à la réalité de ce qu'il a rêvé. Lorsqu'il s'est enfin libéré de l'idée qu'il a assisté en personne à la destruction de Pompéi voici près de 2000 ans, il continue à être vraiment persuadé que Gradiva a vécu à Pompéi et qu'il y a été enseveli en l'an 79. Ces fantaisies relatives à Gradiva se poursuivent dans les effets persistants de ce rêve, car alors, il se met alors à en éprouver le deuil comme d'une disparue. Il y a des points importants, n'est-ce pas? Le rêve, la prégnance du rêve, le fait que les bruits réels ne le réveillent pas tout à fait, et qu'il se met
à éprouver le deuil de cette jeune fille qu'il imagine disparue à Pompéi en l'an 79. Il pense donc à Gradiva en éprouvant le deuil. Quelle jouissance d'ailleurs! Mais tout de même, cette perte vient peut-être là fissurer son enfermement. Et survient le canari. Freud fait une comparaison entre l'enfermement d'Arnold et le canari enfermé dans sa cage. C'est quelque chose comme une interprétation du côté de la signification. Il est prisonnier, le canari, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est, vous le soupçonnez peut-être, c'est autre chose. Ce que repère Freud et qui m'intéresse fort, c'est le chant du canari. Nous avions quitté notre héros alors que le chant d'un canari l'a apparemment incité à faire un voyage en Italie. Je suis très attentive à ces circonstances dérisoires et parfois burlesques qui déterminent nos décisions à l'aveugle, mais qui sont tout de même des décisions. Je le rapportais à ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, c'est-à-dire Leçons de ténèbres avec sarcasme à propos de livre à propos de la chouette aveugle de Sadek Dayak. Et je rapportais aussi dans ce livre ce qui avait déterminé Haruki Murakami à écrire un roman. Haruki Murakami, en entendant le bruit parfait d'un coup de batte, c'est-à-dire quelque chose d'aussi peu harmonieux que le cri du canari, un coup de batte, au cours d'un match de baseball, depuis le silence vibrant qui scandait cette rupture de l'ordinaire, il se met à écrire un roman. Et aussi dans le texte de Sadek et Dayat, La chouette aveugle, les ruptures, je songeais aux ruptures faites par le rire effrayant, aux rêves mélancoliques du narrateur dans La chouette aveugle. Quelque chose de réel interrompt la léthargie, l'ensevelissement où se tient Arnold. Car rien dans ce qu'ils appellent le chant d'un canari n'évoque quelque beauté sur quoi rêver. Il s'agit d'une sorte de pépiment criard, très loin de la parole. Alors la question c'est, est-ce que cela va réveiller Arnold? Est-ce que c'est cela qui va nous tirer obscurément de nos rêves? Je reprends la question de Lacan. Se réveille-t-on jamais, dit Lacan. Hein? C'est pas vraiment un réveil, mais c'est quelque chose qui va déclencher, qui fait rupture tout de même. Mais le rêve se traîne dans le texte de Jensen très longuement. Alors, qu'est-ce qui va nous faire sortir de cette mélancolie insinuante qui s'immisçait si souvent dans le confinement? Nous avons besoin du bruit de la rue et de sa circulation nombreuse. Le pluriel nous manquait. Ce cri du canari est intéressant. Il ne suffit pas à faire revenir Arnold à ce qu'on appelle, faussement d'ailleurs, la réalité. D'ailleurs, Freud, dans ce texte, ne parle pas vraiment de réalité, mais de revenir enfin
au désir sexuel comme à une sorte de boussole. C'est un texte écrit en 1907, très proche de l'interprétation des rêves, et ce texte sert de pivot à Freud pour parler du refoulement et parler de l'interprétation des rêves. Ce cri de canari est aussi dans la suite du relevé que fait Freud sur le texte du roman. Il y a aussi le rire moqueur de la jeune fille, ou encore le rire est une rupture qui ouvre sur quoi? Sur l'inconnu. À lui seul, le cri du canari, le rire moqueur qui scande aussi la nouvelle de Jensen, le rire moqueur de la jeune fille, est insensé. Le rire, quand nous rions, nous faisons du bruit. Le cri du canari ouvre sur un voyage, c'est-à-dire pas seulement sur un déplacement réel, mais sur un temps autre, fait d'événements comme tout voyage, c'est-à-dire sur ce qui convient à un récit. C'est-à-dire que le cri du canari, le rire de la jeune fille, cette espèce d'occasion dérisoire de rupture, fait passage du rêve à un récit. Ce que nous apprend Lacan, en effet, sur les ruptures que sont les scansions sur le texte d'une cure, c'est qu'elles ne ramènent pas seulement de l'insensé, mais qu'elles ouvrent sur une nouvelle conception de la temporalité. C'est une recherche que je continue, c'est-à-dire cela ouvre sur la discontinuité des temps où prend forme, qui est la condition de possibilité du souvenir. Il ne s'agit plus de défaire les significations d'un rêve, par exemple, mais d'en saisir les ruptures. Là encore, le cri insensé opère. Je reprends quelque chose qui est page 219. Voilà. Alors, Freud cite Jensen. Quelque part au soleil est assise Gradiva, en train de faire, avec un brin d'herbe, un nœud coulant afin d'attraper un lézard, et elle dit en même temps: « S'il te plaît, tiens-toi tranquille, ma collègue a raison, le moyen est réellement bon, elle l'a employé avec plein succès. » Que je vous resitue un peu les choses. L'amie de Zoé Bergang vient en voyage de noces avec son mari et lui dit: voilà comment on attrape un mari, comme un lézard. Je reprends le texte de Freud. Arnold se défend contre ce rêve dans son sommeil même, en se reprochant de céder à la folie pure et se débat pour s'en débarrasser. Il y réussit d'ailleurs avec l'aide d'un oiseau invisible qui lance un bref appel rieur et emporte le lézard dans son bec. C'est-à-dire que le cri d'un oiseau invisible est intégré au rêve même.
c'est-à-dire c'est la reprise du cri du canari qui a déclenché le voyage. Et c'est là, c'est ça qui est très, très, très intéressant, c'est ce cri insensé d'un oiseau invisible dans le rêve même qui fait sortir Arnold un moment de son rêve. Même si le texte de Freud est au service d'une démonstration des effets du refoulement, même s'il compose avec les significations qui d'ailleurs sont efficientes, significations sexuelles, nous nous permettons d'insister sur l'aspect réel de ces ruptures. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui se passe de réel dans le langage du rêve. Et c'est sans doute sur l'opération, à l'avenir inconnu de ces ruptures, que se fonde l'efficacité des paroles de Zoé Bertgang. Certes, son nom répond, dans une sorte de traduction familière à l'inconscient, à la figure de Gradiva. Gradiva, celle qui marche, et Bertgang, celle qui a une belle, une brillante démarche. Mais ce que note Freud, c'est le caractère volontairement ambigu des paroles de Zoé. Qu'est-ce que c'est que cela? Elle joue, non pas comme on dit un peu facilement, d'entrer dans le délire d'un patient, n'est-ce pas, de continuer le délire d'un patient. Elle ne fait pas du tout ça, mais elle se met dans un espace très difficile à tenir, hein. Elle use d'un espace incommensurable, c'est ça que je voulais vous dire aussi, incommensurable entre elle-même et Gradiva, la figure marmoréenne de la femme qui marche. Un espace incommensurable entre elle et la morte immortalisée dans la beauté du marbre. Et cet espace incommensurable qui fait l'ambiguïté des paroles de Zoé est comme la condition de possibilité des métaphores possibles, c'est-à-dire de cet espace entre les mots qui, quand ils font métaphore, montrent que chacun des termes est distant d'un espace et d'un temps incommensurables et rejoint des blocs de temps en rupture les uns avec les autres. Zoé ouvre cet espace dans les mots et libère la disparité des temps. L'espace et le temps ne sont plus gelés. De plus, Arnold et Zoé ont tissé entre eux un texte. Et que serait le désir et l'amour sans les romans d'amour, sans les textes qui en parlent? Mais cela, c'est plutôt l'objet d'un propos prochain que je vais tenir sans doute samedi. Le temps du confinement, pour conclure, les impossibilités que démontrent les entropies du désastre écologique, la malédiction de la guerre que ne suffit pas à atténuer l'idéal héroïque. Tout cela ferme le temps et de ce fait ferme le langage. Le réel n'ouvre alors sur rien et les escalades du désespoir ou plus communément de la passivité
ont un champ, non pas libre, ce serait trop dire, mais dévasté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christiane, de tout ce que tu nous amènes et de l'importance que tu donnes à cette question de la rupture, de ce qui vient faire rupture et de ce qui vient de ce fait amener quelque chose du réel et qui vient faire irruption dans ce continuum qui est plus proche de la mort que d'autres choses. Donc, je te remercie beaucoup de mettre ça en exergue dans ton texte. Mais je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Martine qui a la tâche de te discuter. Oui, moi je voulais aussi remercier Christiane pour ce travail parce qu'en effet c'est important de considérer ce qu'il se passe à l'échelle collective et qui fait écho à certains temps de la vie psychique, possiblement du sujet. Comme on le voit dans le texte de Freud, enfin en tout cas dans ce que Freud a repris du texte de Janssen à propos de la Gradiva. Et je suis sensible, enfin, d'une certaine manière, ce confinement, pour moi, ça a été aussi une manière de mettre le doigt sur ce que tu appelles, et que je trouve très juste, le gel du temps. Je pense qu'auparavant, je n'y ai pas prêté véritablement attention. Non pas que je l'ai méconnu, mais cette attention-là, grâce à toi, Christiane, je l'ai d'une manière un peu plus ouverte aujourd'hui. Et je pense que c'est important parce que, en effet, la question qui se pose pour nous, c'est dans notre travail, au cas par cas, comment pouvons-nous participer à ouvrir ce temps figé. J'ai le souvenir que tu avais abordé cette question, Christiane, dans une intervention que tu avais faite à l'EPEP à propos d'une jeune fille anorexique dont la mère était ton analysante, si je peux me permettre de citer. Oui. Et avec quelque chose de très net, c'est que cette jeune fille, à la mère qui lui posait des questions, avait répondu « pas de commentaires ». Et que tu t'étais appuyée sur ce pas de commentaires pour dire à la mère qu'elle avait raison et que ce qui se passait pour elle, c'était quelque chose qui lui appartenait et qu'elle aurait plus tard à comprendre et à s'approprier et à prendre à sa charge. C'est le plus tard que je trouve très intéressant parce que je ne sais pas comment les choses se passent pour les uns et les autres, mais moi je suis frappée avec un certain nombre de patients jeunes, je dirais entre 15 et 30 ans, et qui sont un peu en panne. Et je suis frappée de ce que, à la question, mais quand vous étiez enfant, comment est-ce que vous imaginiez l'avenir? Ils répondent, mais je n'imaginais rien. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne cesse de m'étonner. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cette époque parce qu'il me semble qu'à d'autres époques, les enfants, ou pour la plupart, étaient très actifs à imaginer
le plus tard. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas emboliser non plus la discussion. Vas-y, Mais... tu es ma discutante. Oui, mais d'autres personnes auront sûrement des choses à dire parce que ce que tu amènes, voilà. Je voulais faire une autre remarque à propos de la pandémie, mais je ne vais pas m'attarder après sur la pandémie, mais tu parles beaucoup des jeunes et des étudiants, etc., ce qui est très juste. Voilà, on l'a tous constaté. Tu parles aussi de ceux qui sont morts pendant cette période et de leur solitude et de la difficulté pour leurs proches de les accompagner, comme c'est tellement important qu'on puisse le faire. Il y a aussi ces personnes âgées qui ne sont pas mortes, mais qui sont suffisamment âgées pour que ce temps d'arrêt ait eu pour ces oui. Pour ces personnes des conséquences irréversibles. Tout à fait. Hein? Voilà, c'est-à-dire que je me dis, effectivement, pour les jeunes, il y a tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais avec toujours en quelque sorte la possibilité peut-être de rebondir et voilà, les projets sont contrecarrés ou à l'arrêt, mais ce sont quelquefois des occasions aussi de changement de vie ou d'invention à quoi on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu ces choses-là. Hein? Puisque, je me permets de dire ça comme ça, parce qu'au fond, Christiane, l'autre jour, dans ton séminaire, tu citais, alors je ne sais plus de qui était la citation exactement, si c'était le dit du Janji ou si c'était François Julien, mais tu amenais cette citation en disant « Puisque rien n'est assuré, pourquoi ne pas espérer ?» Ah oui, c'est dans le dit du Genji, oui, absolument. Oui. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut aussi se dire là maintenant, hein, dans tout ce qui nous arrive là, en fait. Alors, par rapport à cette affaire du gel du temps, et qui a à voir aussi avec cette évocation de cette jeune fille anorexique, ça m'a rappelé un travail que nous avions fait au Collège de psychiatrie à propos d'un, je peux en dire un mot, à propos d'un livre d'Annie Ernaux qui s'appelle « Mémoire de fille ». En fait, ça m'est revenu, j'avais dû voir son nom sur un programme ou je ne sais quoi, parce qu'elle était interviewée mercredi de la semaine dernière dans la grande librairie à propos de la parution d'un nouveau livre. Et donc, le souvenir m'est revenu de ce travail qu'elle avait fait, de ce travail, parce que c'est un travail, et on l'avait travaillé au Collège de psychiatrie, parce que c'est un cas clinique. Et c'est justement un cas clinique sur ce qui peut arriver dans une histoire subjective lors de la rencontre du sexuel et qui se passe mal, parce que le malentendu entre le sentiment amoureux et le sexuel est inattendu et qu'un certain nombre de circonstances amènent au sentiment de honte et de déréliction. Et dans ce livre « Mémoire de fille », c'est ce qu'Annie Ernaux relate. Je vais être très rapide, je vais passer les détails de tout ça, parce que moi, ce qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est effectivement tout ce qu'elle décrit de ce temps où les choses se figent pour elle pendant plusieurs mois, pendant presque 2 ans, avec comme symptômes anorexie, boulimie et aménorrhée. Et je trouve que l'aménorrhée est aussi quelque chose d'intéressant dans la question du temps, puisque la vie d'une femme, le temps, la temporalité féminine est rythmée par les règles. L'aménorrhée, c'est quelque chose qui fige cette temporalité-là. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était surtout
comment elle se sortait de cette espèce, comme elle dit, une glaciation. Elle n'utilise pas le gel, mais le mot glaciation. Et je trouve que c'est pas sans rapport, hein, le gel, le dégel et la glaciation. Et en quelques mots, elle s'en sort parce qu'à un moment donné, ayant échoué ce qu'elle avait entrepris, alors tout ça dans une inaffectivité. J'insiste sur inaffectivité parce que dans la Gradiva et dans ce que dit Freud, ce qui permet de sortir, comme tu le dis, c'est le désir sexuel et les sentiments. Là, chez elle, tout ça s'est figé. Désir sexuel, sentiments, on n'en parle plus. Et elle part en Angleterre comme jeune fille au pair. Alors, c'est un premier point. Tu parlais du passage de Gradiva sur le trottoir d'en face. Elle quitte un pays, elle traverse la Manche, elle va de l'autre côté de la Manche. Et déjà, quelque chose se passe. Ensuite, là-bas, elle est reçue comme jeune fille au pair dans une famille au milieu social plus élevé que son milieu social à elle, ce qui doit probablement aussi, d'une certaine manière, lui permettre un peu de se renarcissiser. Bon, il y a quelques épisodes que je passe, mais alors, tous ces petits pointillés, en quelque sorte, amènent au moment où, dans un square, elle est assise sur un banc, et c'est à Londres, et le bruit, c'est à Londres que le bruit d'un avion dans le ciel l'a ramenée, je lis, hein, un après-midi, au bombardement de la guerre. Elle est née en 1940, donc, et en Normandie, donc au bombardement de la guerre, aux alertes affolées dans la rue, avec une sorte de douceur. Elle voit ses parents au loin, vieux, un peu ridicules et gentils dans leur petit commerce, dans une sorte d'amour séparé. C'est comme si la réalité se mettait d'elle-même à distance. J'ai commencé à faire de moi-même un être littéraire, quelqu'un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour. Et c'est là qu'elle décide d'écrire, un roman et qu'elle va écrire son premier roman. J'ai eu envie d'amener ça, non pas pour critiquer ce que tu dis, mais pour apporter un élément de plus, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'elle raconte, c'est-à-dire que le bruit de l'avion, c'est vraiment, oui. Voilà, un truc qu'on n'entend même pas d'habitude. L'avion passe, on n'y prête pas. Le bruit de l'avion vient remettre en circulation un passé et un avenir, puisque dans le même temps où elle pense au bombardement et à ses parents, elle les voit devenus vieux, alors qu'à l'époque, ils sont jeunes, ils ont 40 et quelques années, j'imagine. Enfin bon, ils ne sont pas vieux. Mais là, et que cette assise qu'elle peut prendre sur un souvenir, c'est-à-dire se réapproprier quelque chose et le projeter dans un avenir où ses parents seraient vieux, lui permet en quelque sorte de tracer quelque chose qui n'est pas sans rapport avec l'écriture. Bon, ça c'est l'écriture, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que, en l'occurrence, c'est quelque chose d'intéressant parce que aussi, ça a à voir avec la question du récit. Hein? Et quelquefois, moi, je me dis, en pensant à ce que nous vivons actuellement, il va falloir en faire le récit un jour de ce que nous vivons là aujourd'hui et qui est... c'est difficile parce qu'on est dedans. On ne peut pas tout à fait en faire le récit. On est probablement aussi pris d'une certaine manière par ce gel du temps que la pandémie, la guerre, etc. Nous imposent. Hein. Mais
voilà, je reste avec la question, nous, en tant qu'analystes, voilà, comment penser les choses pour pouvoir les relancer et, comment dire, bon, bien sûr, c'est au cas par cas qu'on va trouver les formules, hein, parce qu'il faut bien que, voilà, nous allons continuer à être dans notre division subjective, à éprouver les choses comme nous les éprouvons et néanmoins à proposer une relance. Puisque dans la Gradiva, donc Freud parle en effet de ce réveil du désir sexuel et des sentiments. Et il parle du transfert aussi, en disant que les sentiments, dans la cure, c'est le transfert, que nous ne pouvons pas être dans des sentiments amoureux, mais que néanmoins, quelque chose doit se jouer de cet ordre-là dans le transfert. Voilà, je voudrais rester sur cette, pour l'instant, là, sur cette… Oui, écoute, merci beaucoup. Ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est quelque chose sur quoi je travaille pas mal, c'est-à-dire la métaphore n'est pas quelque chose d'instantané, elle prend du temps. La métaphore montre la disparité des temps attachés aux différents termes de la métaphore qui sont séparés par un espace et un temps incommensurables. Ce qui fait que un gel du temps à des périodes de la vie, on peut penser aussi au trauma, hein? Bon, Oui. un gel du temps attaque la métaphore très profondément. Et cette attaque de la métaphore, elle attaque le langage, elle attaque, elle empêche de faire un récit. Pendant le confinement, il y a eu des gens qui ont écrit, hein, absolument, comme une nécessité. Hein. Bon, mais c'est ça que je voulais montrer. Le bruit, le sarcasme, le rire de l'oiseau réel, le rire de l'oiseau dans le rêve, hein, c'est ça qui est intéressant, à l'intérieur du rêve, ça fait rupture. Je me suis servi de ça parce que il y a eu beaucoup de choses écrites sur la Gradiva, sur le rapport de Freud, Jensen, etc. Avec, c'est quelque chose qui sollicite la recherche de toutes sortes de significations. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'attaque faite au langage, manifestée par le cri insensé, le bruit, le rire de Zoé, hein, pour montrer que ce qui est en question, c'est la division du sujet dans la métaphore, hein, et qui n'est plus possible si le temps est gelé. Tout à voilà, fait. c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Hein. Alors, quand j'avais parlé de cette jeune anorexique, petite fille là qui tyrannisait ses parents, parce que un enfant anorexique, ça tyrannise, c'est dictatorial, hein, je veux dire. Bon, quand elle disait pas de commentaires, c'est comme tu l'as dit, une façon de la part de la petite fille de dire c'est mon affaire, mais aussi de dire le commentaire est très souvent, par sa paraphrase, quelque chose qui entoure, momifie, immobilise. Oui. Voilà. Oui. Absolument. Et il y a beaucoup de commentaires médicaux et parentaux autour des troubles de l'anorexie. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire encore?
Roland, je te sollicite. Il faut ouvrir ton micro, Roland. On ne t'entend pas. Roland? Voilà, là, ça doit marcher. Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Non, mais Christiane, c'est sympa que tu me sollicites. Ça ne fait que prolonger toutes les discussions que nous avons. Là, c'est bien ici. Et puis, on va reprendre samedi. D'après ce que j'ai compris, tu vas faire quelque chose dans le prolongement. Non, moi, j'aime beaucoup l'approche de cette question des effets de la pandémie par la notion d'un gel du temps. Peut-être la question que je me poserais, c'est de savoir comment ça se combine, ce qui, dans l'affaire, provient à proprement parler de la pandémie et du rapport subjectif que nous avons pu avoir avec la pandémie, comment ça se combine avec comment dire, d'autres strates, j'ai envie de dire, de gel du temps. Parce qu'au fond, je ne sais pas ce que tu en penseras, je ne sais pas si tu seras d'accord, j'ai un peu l'impression que le gel du temps, c'est une affaire sérieuse pour nous. Effectivement, on entend sans doute que ça attaque la métaphore, et en tant qu'il a différents déterminants, ce gel du temps. Le premier étant quelque chose qui, au fond, caractérise le rapport contemporain aux différentes formes de temporalité, ce que Hartog appelait des régimes d'historicité. Oui, c'est ça. Et en disant que le régime d'historicité de notre monde, c'est le présentisme. C'est-à-dire que le présentisme qui, justement, c'est pas un temps, le présent, là, n'est pas un moment dans un développement, hein, ça gèle, tout est présent également. Hein, on ne bouge pas. Je ne vois plus du tout. Hein. Ah, voilà. Oui, c'est pas grave ça. Si on donc, d'un côté, alors, voilà, cette dimension qui est liée sans doute à quelque chose d'assez important dans notre modernité, hein, le fait que nous n'arrivions plus à penser le temps dans un développement, dans une continuité. Et cela, en quelque sorte, j'aurais envie de te dire, est-ce que ce n'est pas le cas même hors Covid? Et puis, du coup aussi, à quelque chose, alors on aime ou on n'aime pas le terme, mais qui est dominant dans notre clinique, puisque c'est aussi une des formes, en tout cas au moins empiriquement, les plus fréquentes dans notre clinique, à savoir, disons, allez, on va le dire comme ça, la position dépressive prend la forme d'un gel du temps. Hein. Le sujet déprimé, c'est le sujet aussi qui n'arrive pas à penser le présent en fonction des exigences de l'avenir. Hein. Alors, si tu vois ma question, je suis d'accord avec ce que tu amènes. Je me demande de quelle façon nous pourrions articuler ce qui, dans l'affaire, est probablement parlé le résultat de ce qui s'est passé depuis 2 ans, et ce qui, dans l'affaire, renvoie à des formes certes récentes, mais quand même qui ne datent pas de 2 ans. Hein, tu vois. Alors, je vais te répondre même en anticipant sur ce que je vais raconter samedi. Hein, je veux dire que, bon, comment dire, je pense que le confinement, et puis tu veux reparler aussi, ma discutante. Oui, non, j'écoute, oui. Ah oui, ok, parce que les images vont et viennent. Ce que je voulais dire, c'est que la pandémie et le confinement, moi je pense qu'aussi, il ne faut pas dire simplement le confinement, c'est aussi la peur de la mort des proches. Je veux dire que c'est pas, tout est là. Hein, c'est pas simplement un enfermement comme peuvent le vivre des obsessionnels comme Arnold, par exemple. Hein, bon. Mais ce confinement n'a fait que exacerber des symptômes qui étaient déjà là, et ce que tu disais, Roland, des éléments de notre monde d'aujourd'hui,
enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus samedi, mais on dit beaucoup que nous n'avons plus de grands récits, c'est-à-dire quelque chose qui assure une fondation, une continuité, le passage du passé à l'avenir et des choses comme ça. C'est-à-dire, bon, hein, on dit ça. On n'a pas de grands récits au sens où les grands récits sont souvent ou religieux ou idéologiques, c'est-à-dire donnent une sorte d'orientation. Voilà. Mais nous ne sommes pas perdus pour autant parce que je réfléchissais, nous avons quantité de récits, de petits récits. Et ça, c'est très important, j'en parlerai peut-être samedi. Nous avons des petits récits. Et des petits récits qui sont beaucoup moins prétentieux ou religieux, mais nous avons quand même quelque chose de l'ordre du récit si nous voulons bien les chercher. Hein, nous voulons bien les chercher. Et ça, c'est tout à fait important parce que de façon un peu plurielle, il y a des orientations dans l'espace et dans le temps qui se font par ces petits récits. C'est tout à fait, ça me semble important. Bon, ça rejoint aussi toutes ces questions que je me pose sur l'écriture, hein, c'est-à-dire ce qui va inscrire quelque chose après ce temps de frustration et peut-être aussi de privation, si nous reprenons les termes de Lacan pendant le confinement. Hein, ne plus pouvoir faire comme Zoé Bertgang, ne pas plus pouvoir traverser la rue, ne faire que la voir. Hein, bien que le confinement ait été beaucoup moins sévère que ce que nous sommes en train de lire pour les grandes villes chinoises. Hein. Enfin, ce qui me semble aussi très important, c'est l'immobilisation dans une espèce de paranoïa généralisée, c'est-à-dire l'autre est dangereux, et ça, c'est quand même une dimension contemporaine générale. Hein. L'autre est devenu dangereux. Peut-être qu'on pourrait dire que, je plaisante un peu, Il faut plaisanter, oui. Un petit peu. Peut-être qu'on pourrait dire que lorsque Macron indiquait à son interlocuteur, il n'y a qu'à traverser la rue, exactement, l'analyse sauvage, oui, quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire il avait raison. La question pour chacun, c'est de traverser la rue, comme tu le dis. Exactement, c'est de traverser la rue. Simplement, on ne peut pas le prescrire à n'importe quel moment. Et tu le vois, ça veut dire traverser le bruit. Hein, parce que c'est un peu là-dessus que j'ai parlé, sur le bruit, c'est-à-dire cette dimension réelle dans le langage. Oui, Christiane, si Oui. vous me permettez. Dis-moi. Au début de votre intervention, à un moment donné, vous avez dit la haine de l'autre. Oui. Et nous connaissons tous la peur de l'autre dans ces temps de pandémie. Mais la haine de l'autre, ça a beaucoup m'attiré l'attention. Pouvez-vous me dire quelque chose? Ça va un petit peu avec les questions que je posais à partir de cette espèce de paranoïa larvée. Hein, de cette paranoïa larvée, l'autre est dangereux. Hein. Alors la haine, quand je vais prendre l'exemple que j'ai cité au début du texte, cette patiente très en colère, vous vous protégez de moi, vous mettez un masque, et moi aussi, dit-elle, je mets un masque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peur de la mort? Et là, c'était un déferlement de haine
mais très intéressant. Très intéressant. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous avez peur que je vous tue? C'est quand même ça, la haine. Hein? Hein? Peut-être je peux ajouter un mot là-dessus, Oui, Christiane. Parce que oui, moi aussi, j'étais un petit peu étonné par ce passage. Et j'ai un peu pensé à ce qui s'était dit dans mon cabinet à certains moments. oui. Et bon, moi, au bout d'un certain temps, vacciné 3 fois, étant à 3 mètres de mes patients, Roland, voilà, j'ai estimé que chacun pouvait faire un peu à son idée. Et puis, je leur demandais s'ils étaient d'accord pour que je n'ai pas de masque. Mais voilà. Mais plusieurs patients, souvent des patientes d'ailleurs, me disaient en tout cas, écoutez, moi, je vais le garder, Ah ben oui, j'ai eu ce cas-là, oui, beaucoup. le protéger. C'est-à-dire que c'était des femmes sensiblement plus jeunes que moi et qui devaient se dire que leur vieil analyste, il risquait quand même davantage. Et donc, alors là, bon, je ne sais pas si, je crois quoi, j'aurais du mal à interpréter en renversant les choses et dans le sens de la haine. Je ne dirais pas pour autant non plus que c'était une manifestation particulière d'amour, mais je dirais qu'il y avait, voilà, ce que peut-être les analystes ont appelé un transfert positif, hein, dans le fait que dans cette situation-là, c'était une façon de dire leur attachement à ce que la relation analytique continue, à cet analyste-là en particulier continue d'être présent. Hein. Moi, je l'ai pris très positivement. Ah mais tout à fait, il y avait aussi une sollicitude. Nous avions certainement chacun d'entre nous des patients qui nous demandaient en arrivant, ça va bien? Oui, par exemple. Est-ce que vous allez bien? Pourquoi ça a changé? Voilà, voilà, voilà. Mais Ah, c'est absolument une sollicitude, tout à fait. Mais tout de même, sur un fond que l'autre est devenu fondamentalement meurtrier, parce que contaminant possible. Enfin, oui, Christiane, dis-moi, dis-moi. mais entre, tu vois, avoir peur et avoir la haine, c'est pas la même chose. La peur et la haine, ce n'est pas la même chose. Donc, moi aussi, j'ai mon expérience, c'était Oui, plutôt c'était d'être côté plutôt positif, d'un transfert plutôt positif, comme disait ah oui, oui, tout à Roland. fait. Mais en tout cas, je n'ai pas pu entendre quelque chose de l'ordre de la haine. Oui, Quelque chose, autant dans le privé comme dans la situation, je n'ai pas, à aucun moment, j'ai eu cette impression où j'ai pu faire une oui, lecture de l'ordre de la haine de l'autre. Une grande partie de la peur, oui, qui d'ailleurs, ça persiste. Hein, justement, comme tu disais, voilà, on ne sait pas si on s'y touche ou on ne s'y touche pas ici en France. En tout cas, récemment, j'étais au Brésil, oui, les gens s'embrassent avec les masques. Donc, vous voyez, je ne sais pas mes collègues brésiliens, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Mais en tout cas, ça a beaucoup attiré l'attention, cette question des haines. écoute, je suis très sensible à cette question que tu me poses. C'est, comment dire, ce qu'on a pu éprouver pendant ce confinement, c'est une immense solidarité, quelquefois. Hein. J'ai eu l'expérience dans l'immeuble où je vis et travaille d'une immense solidarité entre voisins. Mais c'est sur un fond de catastrophe possible, c'est sur un fond de danger, c'est sur un fond de comment dirais-je, Des quelque menaces, chose, comment? menaces, De menaces. menace, oui, oui. Mais enfin, quand l'autre te menace, tu as peur, mais tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce danger qu'il représente? C'est quand même assez radical ce qui s'est passé dans la relation à l'autre. Hein?
Tout à fait. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui était au-delà de l'agressivité induite par la relation en miroir. C'était autre chose. C'était autre chose. Tout à fait juste. Hein? Oui, et Oui, dis-moi. si je peux me permettre, Oui. d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé lors du premier confinement, dans le supermarché, c'est que les gens portaient le masque et n'osaient plus se regarder. Ah, très juste et fine remarque, oui. Et ça, c'est vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est bien au-delà de la contamination scientifique propre. C'est autre chose qui vient se glisser là entre les personnes. Le regard, comme si alors, je ne sais pas si on peut le rapporter à la paranoïa que tu évoques et qui, bien entendu, est réelle. Pourquoi le regard ne pouvait plus circuler, hein? Les gens ne pouvaient plus se regarder. Le mauvais œil? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Non. Hein, mais le regard était contaminé en quelque sorte par cette interdiction de contact avec l'autre. Tout à fait. C'est-à-dire que le regard était aussi une injonction à la distance. Probablement. Probablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on peut rappeler à nos collègues du Brésil qui peuvent poser des questions en portugais. Mais bien sûr. Et être traduit, hein, puisque... Oui, je peux tout à fait servir de traductrice. Enfin, je me suis servi du texte de Freud et de Jensen parce qu'il il manifeste une sorte de catastrophe totale, hein, comme ce que les jeunes actuellement pensent à propos, par exemple, de l'écologie. Hein? Quel est le monde que vous nous léguez? Puisqu'on nous promet beaucoup plus de virus. Je voulais revenir un petit peu sur cette question de la peur et de la haine, Christiane, parce que j'étais sensible à ce que tu disais, parce que au niveau social, cette haine, elle était déjà là. Tout à fait. Avant le confinement. Et on a vu ça en France, on a vu ça ailleurs, on a vu ça même de la part des dirigeants. Et ça me semble pas absurde qu'on puisse penser que pendant le confinement, cette question de la haine de l'autre a aussi envahi les sphères du privé. Enfin, si on peut séparer les choses comme ça. Parce qu'elle était déjà présente dans la scène sociale d'une façon importante, il me semble. C'est vrai que j'aime beaucoup me référer au texte de Lacan dans les écrits de 1947 quand il dit que le propre de l'homme, c'est la cruauté. Et effectivement, nous sommes dans une... Enfin, beaucoup de périodes ont été cruelles, mais actuellement, il y a une accumulation. Bon. Il n'y a pas de questions dans la salle, quand même. Sinon, c'est très bien. Non, personne ne se lance.
Bon, écoutez, si ça nous a fait réfléchir jusqu'ici, on peut clore la soirée en remerciant Christiane, en remerciant Martine d'être là avec nous pour penser ces questions difficiles et importantes. Et je voulais donc vous donner rendez-vous le mercredi 1er juin à 21h toujours pour une conférence de Nicolas Dissès, La psychose au temps du coronavirus, qui aura comme discutant notre collègue brésilien Eduardo de Carvalho Rocha. Je dois vous dire qu'étant donné les contraintes de la Maison de Mère Latine qui nous a empêchés de nous réunir sur place aujourd'hui, nous serons obligés aussi de nous voir et de nous parler par Zoom. Donc, ça sera également par Zoom le 1er juin. Donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.